Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Front Populaire. Nous accueillons aujourd'hui Anne Niva, journaliste, grand reporter de guerre, auteur. Vous avez remporté le prix Albert Londres pour votre livre Chienne de guerre. Vous nous présentez aujourd'hui votre livre La France de face, aux éditions Fayard. À travers cet ouvrage, vous avez décidé de partir à la rencontre des Français afin de mettre des mots sur leurs mots. Oui, c'est bien dit. Bravo. Est-ce que la colère des Gilets jaunes vous a poussé à l'écriture de ce dernier livre ? Ah oui, 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 tout à fait clairement. D'ailleurs, je le dis, la couverture est jaune, c'est quand même un espèce de clin d'œil. Et j'en avais fait un précédemment qui s'appelle Dans quelle France on vit, que j'avais volontairement publié au moment des élections présidentielles de 2017. Celui-là, je l'ai volontairement publié aux élections présidentielles de cette année et de 2022. Et entre les deux, il y a effectivement le mouvement des Gilets jaunes. Et donc je voulais absolument revenir sur ce mouvement dans ce livre. Et d'ailleurs, il y a un chapitre à Givors où une de mes héroïnes du chapitre est une femme qui, pour la première fois, descendait dans la rue, manifestait à l'occasion des Gilets jaunes et était leader sur un rond-point pendant très longtemps. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la suite d'un premier livre sorti en 2017, deux livres parus à une élection présidentielle d'écart. Est-ce qu'en 5 ans, les Français ont changé ? Mais les Français changent tout le temps. Il n'y a pas, la société française ne s'arrête jamais, elle n'est pas gravée dans le marbre. Tout bouge, le monde bouge. Et justement, il faut être capable de s'adapter à ces mutations. Et c'est peut-être ce dont nos politiques ne sont pas vraiment capables, c'est qu'ils restent un peu dans le monde précédent, dans le monde dit ancien. Ils sont habitués, ils ont leurs références. Et là, la société française montre qu'elle bouge tout le temps. On vient encore de le voir avec ces élections législatives, le résultat de ces élections législatives. Donc bien sûr qu'en 5 ans, oui, il y a par exemple des choses qui ont changé, pas dans la façon dont moi je parle aux gens, et dans la façon dont ils me reçoivent, parce que d'ailleurs la façon dont on est reçu quand on est journaliste dépend toujours de la façon dont on se présente. Quand il y a du respect mutuel, ça fonctionne. Quand il n'y a pas de respect, ça ne fonctionne pas. Mais là, je dirais que ce qui a changé, c'est qu'il y a plus de violence verbale en tout cas. Moi, je suis habituée à la violence pure, la violence physique, qui est la guerre. Et ça, je le racontais dans le précédent livre. Pourquoi je me suis intéressée à la France ? Parce que justement, en revenant de mes théâtres de guerre, qui sont par essence des terrains violents, chaotiques, je revenais dans mon pays, la France, qui n'est pas en guerre. Donc là, il faut choisir des thèmes en France. Et je voulais, justement, je sentais que malgré le fait que la France n'est pas en guerre, Dieu merci, il y avait des thèmes, justement, vous avez raison, des thèmes de malaise, des thèmes qui n'étaient pas simples et dont je me disais qu'il fallait essayer de les traiter finalement un peu comme si j'étais une correspondante de guerre avec de l'observation sur le terrain. Je me suis rendue dans des villes qui quand même ont des distinctions communes, comme le premier livre, c'est-à-dire que ce sont des villes moyennes. Ça, c'est très important. Donc, en gros, je voulais éviter Paris, Lyon, Marseille et leurs banlieues, qui sont des villes dont on a beaucoup parlé, qu'on connaît. On ne connaît jamais véritablement complètement ces villes, journalistiquement parlant, mais j'avais l'impression qu'on en avait beaucoup parlé, donc je voulais parler d'autres villes. Donc là, dans la France de face, j'ai été dans des villes encore peut-être plus petites que les villes de 50 000 habitants, qui étaient mon critère pour le livre précédent. Puis je voulais traiter de sujets que je n'avais pas traités précédemment. Puisque comme la France n'est pas en guerre, quand on est dans un pays en guerre, c'est la guerre qui est le sujet. L'angle journalistique, c'est tout le temps la guerre. Et c'est un angle malheureusement riche. Alors qu'en France, il fallait que je trouve mes angles. Et j'ai cherché des angles. Là, j'ai l'angle, par exemple, je n'avais pas traité de l'agriculture, du rapport à la terre. Donc je l'ai traité dans un petit bourg qui s'appelle Fégréac. Je voulais traiter aussi du trafic de drogue, de l'importance du trafic de drogue dans une ville moyenne, pour montrer que ce n'est pas simplement dans les grandes villes. J'ai choisi Alès, dans le Gard. J'ai voulu parler du rapport à nos vieux, aux personnes âgées. Je dis nos vieux, non pas, ce n'est pas familier dans ma bouche, mais c'est plutôt affectueux, puisqu'il faut faire attention maintenant à tout ce qu'on dit. Là, j'ai été à Andernos-les-Bains, dans le bassin d'Arcachon. Là, je l'ai choisi parce que je cherchais sur Internet quelle était la ville de France dans laquelle il y avait le plus fort pourcentage de personnes âgées. Voilà, cette ville est apparue sur mon écran, elle n'est pas la seule, mais je me suis dit, je ne la connais pas, j'y vais. Moi, je suis toujours attirée par ce que je ne connais pas. Donc c'est l'inverse, je déteste aller là où j'ai déjà été. Je préfère justement être face à l'inconnu pour pouvoir raconter les choses telles que je les perçois. Mais une fois de plus, je ne suis que journaliste. C'est-à-dire
finalement pas grand-chose. Je pense que quand on est journaliste, il faut être très humble et rester à sa place. Et ma place, c'est celle d'une intermédiaire. Donc je trouve des personnes à qui parler, je les interviewe, je les écoute, j'écoute leurs réponses, ça c'est très très important. Et je rentre en ayant l'idée de partager avec tous mes lecteurs ce qu'ils m'ont dit. Voilà, donc ce qui favorise cet accueil, c'est le manque d'appartenance de votre part au final. Je pense que oui, peut-être, mais ce qui favorise l'accueil, c'est une fois de plus l'attitude qu'on a dès le départ. Il faut que ça soit une attitude d'ouverture totale. Si on arrive complètement braqué, avec des questions qui déjà, de par la façon dont elles sont posées, induisent des réponses, les journalistes qui font les questions et les réponses en même temps, je trouve que c'est pas du très bon journalisme. En tout cas, ça met pas très à l'aise la personne pour répondre. Moi, je viens complètement ouverte pour que la personne se sente à l'aise. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des discussions qui durent très longtemps. Et on parle, parfois la personne m'emmène, je me laisse aller par la personne pour aller sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets que j'avais prévus dès le départ, c'est pas grave, et même parfois ça peut me faire bouger de mon thème initial. Il faut être souple. Voilà, en Irak, en Afghanistan, je travaillais de la même façon, c'est-à-dire avec des talibans, avec des types de Daesh. On ne parlait pas uniquement de l'actualité, mais aussi de leur vie, de père de famille, de leurs valeurs, de leurs espoirs, de leur colère. Voilà, il n'y a pas que les Français qui sont en colère. Hein. Vous parliez des agriculteurs, le quotidien Ouest France vous dédie un papier disant que vous avez gagné la confiance des agriculteurs. Comment expliquez-vous qu'ils ont voté en majorité aux dernières élections pour le Rassemblement national ? Mais là, vous faites un rapprochement entre le fait que j'ai gagné la confiance d'agriculteurs, Dixit Ouest France, hein, ça n'est pas moi qui le dis, et que d'autre part, les agriculteurs, c'est bien général quand même, ont voté Rassemblement national. Donc, moi, oui, j'ai gagné la confiance de mes interlocuteurs agriculteurs, comme de tous mes interlocuteurs, tous. Sinon, il n'y aurait pas de livre. Parce que je répète quand même une chose un peu basique, mais c'est que je ne suis pas romancière. Donc moi, je n'invente pas les citations, je n'invente pas les rencontres. Je suis finalement contrainte jusqu'à la fin de mes jours, si j'ai envie de continuer à faire ce métier, et j'ai envie, de me confronter au réel. Et le réel, c'est des gens oui, là on parle politique, de différents avis. Alors, ils ont voté en majeure partie droite dure, oui, effectivement, Rassemblement national. Eh bien, moi, je ne suis pas un commentateur politique sur les plateaux télé pour avoir la prétention de raconter ce que ça veut dire. Moi, j'ai été voir des agriculteurs, j'ai constaté à Fégréac quelque chose de très intéressant, et qui, je pense, est la même chose partout, et que je ne savais pas avant d'arriver sur le terrain, qui est que, finalement, les agriculteurs, même s'ils ont des valeurs souvent très opposées entre ceux qui font du bio, par exemple, et ceux qui n'en font pas, sont obligés de s'entendre. Sur le terrain, ils sont obligés de s'entendre. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu raconter. C'est que malgré les valeurs différentes, malgré la complexité, le terrain, finalement, le réel oblige à des arrangements, peut-être pas entre amis, mais des arrangements quand même. Est-ce que vous êtes parfois tenté de donner votre avis ou de réagir ? Quand j'interviewe quelqu'un, ouais. J'essaye de ne pas le faire. Véritablement, j'essaye, parce que si je le fais, ça biaise l'entretien. Mais je remarque que de plus en plus souvent, mon interlocuteur me demande mon avis. Il veut savoir ce que j'en pense. Et ça, c'est vrai que c'est une différence, si on revient de vos premières questions, avec les livres précédents. Ça, c'est quelque chose que je sens monter. Même en Afghanistan, en Irak, je repense à ça aussi. J'avais des interlocuteurs qui voulaient savoir ce que j'en pensais, du fait qu'ils sont talibans, du fait qu'ils sont Daesh, etc. Donc je me gardais bien de leur donner mon avis, parce que sinon, ça aurait été compliqué pour moi, pour la suite de l'interview. Eh bien, je fais la même chose en France. Pendant tout le temps de l'entretien, en fait, c'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est l'autre. C'est la personne que je suis en train d'interviewer. Il faut au contraire que cette personne m'en dise le plus possible sur sa vie, sur les détails de sa vie, pour que je puisse le raconter. Voilà, moi, c'est comme ça que je conçois le journalisme de terrain. Eh bien, vous racontez et vous rencontrez l'abbé Joseph à Denain. Oui. Et vous écrivez, l'abbé Joseph en était convaincu, la désespérance trouve ses racines dans le conformisme quasi inconscient de chacun envers toutes sortes d'idées préconçues et terreau d'une idéologisation permanente de la réalité.
Vous faites une analyse très juste, mais spontanément, c'est rare d'aller à la rencontre des abbés et des prêtres quand on veut faire un reportage sur les classes populaires. Alors, je rappelle que cette analyse que vous venez de citer, il y a des guillemets, donc ça n'est pas moi qui parle, c'est l'abbé Joseph qui est décédé depuis. D'autre part, c'est rare que ce soit rare d'aller voir des abbés, ça m'est totalement égal. Si vous voulez, c'est pas mon critère. Ça, moi, je le fais pas, c'est pas parce que tout le monde va voir un tel que je vais aller voir un tel. Je vais voir qui j'ai envie de voir. Et ensuite, si l'abbé Joseph ne m'avait rien dit d'intéressant, il ne se figurerait pas dans le livre. C'est clair. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui ne sont pas dans le livre. Il y en a peu quand même. Parce que moi, je trouve que tout le monde a quelque chose à dire. Franchement, quel que soit le bord politique de la personne, si on s'intéresse vraiment à la personne, si on est vraiment dans son sujet, toute personne aura des choses intéressantes à dire. Peut-être pas sur 8 pages, mais peut-être sur un paragraphe. L'abbé Joseph, je l'ai mis au tout début de mon chapitre sur Denain parce que c'était très fort ce qu'il m'avait raconté. Justement, cet abbé, ce religieux, oui, effectivement, mais qui était prêtre ouvrier. Hein. Donc il y a eu une carrière quand même assez spécifique, c'est pas la carrière classique. Qui a dit la messe plusieurs fois, et dont la messe de Noël, sur des ronds-points pendant les Gilets jaunes, avec tout le monde autour qui était super content qu'il soit là, et notamment à Denain et les villes alentours qui sont des villes communistes, non pas Denain c'est socialiste, pardon, mais les villes alentours, c'est encore, il y a des mairies communistes, eh bien les personnes qui sont communistes, souvent athées, appréciaient l'abbé Joseph. C'est donc que c'est une personnalité rare. Et moi, les personnalités rares, ça m'intéresse, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en tête de chapitre de Denain, puisque c'est lui qui m'a amené ensuite vers une autre... Nassira. Voilà, Nassira, une autre de mes personnages, qui est musulmane, et ils ont tout pour être les opposés, et ils se complètent, ils s'entendent très bien. Et donc j'ai opéré comme ça une espèce de fil narratif, fil conducteur, et ça, j'adore quand ça marche. Au début de votre livre, vous expliquez votre statut de femme bourgeoise hétéro, mais ça ne vous empêche pas d'aller à la rencontre des oubliés. Mais pourquoi ça m'empêcherait? Ça, c'est le nouveau truc aujourd'hui, c'est que donc je suis une femme, je ne peux pas aller à la rencontre, je suis bourgeoise, je ne peux pas aller à la rencontre des gens qui ne sont pas bourgeois, je suis hétéro, je ne peux pas aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas hétéros. Ça, c'est du n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Donc moi, j'ai dit ça parce que ça se dit aujourd'hui, mais justement pour montrer que ça n'empêche de rien. Moi, le entre-soi, vous voyez, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc, je devrais avoir honte du fait que je gagne bien ma vie. Donc, premièrement, je n'ai pas honte. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Et puis, je gagne pas toujours bien ma vie. Il y a des hauts et des bas. Et deuxièmement, c'est pas parce que je gagne bien ma vie que je ne suis pas capable d'aller parler à ceux qui n'ont rien. J'en ai fait plusieurs livres. Et notamment en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie, etc. Les gens que vous interviewez, ils sont pas en train de vous demander combien vous avez sur votre compte en banque. Hein. Et moi, je leur demande pas non plus. Ce qui se passe, c'est des relations humaines. Et justement, dans un monde qui est ultra divisé aujourd'hui, où tout le monde combat quelque chose qui est fort honorable, et où tout le monde se combat, bon, en France, heureusement, pas avec les armes, c'est quand même bien de trouver, non pas... moi, je ne cherche pas à ce que la personne en face de moi pense comme moi, ou à ce que moi je pense comme elle, vous l'avez bien compris, mais humainement parlant, c'est en se parlant, donc en se respectant, en s'écoutant, même si on n'est pas d'accord, qu'on a du matériau journalistique. Or, vous et moi, on est bien journalistes. Être journaliste, ça veut dire s'intéresser à l'autre, quel qu'il soit. Si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner une partie de la profession dans l'entre-soi. Est-ce que... c'est vous qui le dites. Hein. C'est ce qu'on peut voir dans certains articles. Est-ce qu'il y a un mépris des classes populaires en France? Non, mais il y a un mépris des classes populaires, oui, bien sûr, mais pas uniquement de certaines personnes dans la corporation journalistique. Il y a un mépris de la part de nos dirigeants politiques, pas tous, mais certains. Il y a un mépris de la part de chefs d'entreprise, il y a un mépris... Bien sûr, le mépris, ça existe. Il y a un mépris, mais moi, j'ai été méprisée aussi. Je suis méprisée par des tas de gens. Malheureusement, le mépris, c'est une blessure, mais il faut vivre avec. Il faut s'en défendre. Il ne faut pas se laisser faire. Le mépris, c'est horrible, parce que justement, c'est une blessure. Mais moi, beaucoup de gens que j'ai été voir me disaient « Merci d'être venu me voir ». Et d'ailleurs, ça, c'est pas nouveau qu'on me le dise, mais on me le dit plus. Et ça m'attriste, parce que ça veut dire justement qu'il y a du mépris. Voilà, si c'est d'autant plus souligné. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Mais pourquoi vous êtes venu vous intéresser à moi ?»
Ça, c'est affreux parce que j'ai pas de raison particulière. Moi, je vais pas m'intéresser à quelqu'un parce que il a fait quelque chose ou parce qu'il y a un scoop sur cette personne. Je m'intéresse à tous les gens qui veulent me parler, qui ont compris ma démarche et qui rentrent dans mon angle. Mon angle, donc d'être dans telle ville pour illustrer tel domaine. Là, par exemple, les agriculteurs, ou c'est donc à Fédréal, je vais pas. En général, j'ai interviewé des agriculteurs. Et à l'Est, j'ai interviewé. J'ai commencé le chapitre par la description visuelle de ce qu'est ce balai de la drogue, du commerce de la drogue, en bas d'une tour qui va être détruite, avec le seul commerce qui reste, qui est une pharmacie, le pharmacien qui évidemment est au courant de tout ce qui se passe autour de lui, y compris les clients, et avec ceux qui font commerce de la drogue, les dealers, qui ouvrent la porte gentiment aux petites vieilles qui viennent chercher leurs emplettes à la pharmacie. Ils sont très polis, ils sont très sympas. Donc voilà, c'est du vécu, c'est tout simplement, c'est ça le reportage. C'est tout simple, le reportage. Mais encore faut-il y aller. Ça sera le mot de la fin. Merci Anniva d'avoir été présente avec nous. Je rappelle, votre livre La France de face aux éditions Fayard est disponible. Merci Chloé. Merci et à bientôt sur Front Populaire.